La première définition du développement durable, c'est continuer sa croissance, mais sans compromettre celle des générations futures. Anne-Sophie, on a parlé un petit peu du sujet qu'on voulait aborder ensemble aujourd'hui. On s'est décidé comme thème central sur le développement durable des entreprises. Bon, une entreprise, je pense qu'on sait tous à peu près ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le développement durable dans ce cadre-là? Est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que tu entends par développement durable pour les entreprises? Le développement durable, c'est un développement qui va se baser sur 3 piliers. À la fois l'économique, il faut du profit pour que l'entreprise puisse employer des gens, des personnes. Sans personne, il n'y aura pas de profit. Et il faut aussi surveiller l'environnement et les impacts que l'entreprise peut avoir sur la société, sur l'environnement autour d'elle. Donc c'est vraiment un développement durable, ce sera un développement qui va être à l'articulation de ce qu'on appelle parfois les 3 P, Profit, Planet, People, Okay. ou en tout cas les 3 piliers économique, social, environnemental. Et l'un sans l'autre, ça ne marche pas. On tombe dans un développement qui est déséquilibré ou qui va être au profit souvent des entreprises, en tout cas aujourd'hui, au mépris des personnes ou de l'environnement ou des sociétés qui travaillent. Forcément, l'entreprise, elle ne vit pas toute seule au milieu de nulle part, elle est dans un écosystème. Et donc, elle a des impacts, qu'elle le veuille ou non, sur l'ensemble de l'écosystème dans lequel elle est. D'accord. Jusqu'à présent, tu dis que des fois, les profits, finalement, étaient un peu plus mis en avant au détriment du bien-être peut-être des gens, au détriment de l'environnement, donc de l'écologie peut-être notamment, ou alors de l'aspect social qui est autour des entreprises. Alors, il y a des situations très diverses. Certaines sont très avancées, certaines sont des sociétés à mission, d'autres des sociétés B Corp sont allées chercher des labellisations pour prouver tout ce qu'elles faisaient, soit pour l'environnement, soit pour la société autour d'elles. Il n'empêche, le modèle capitaliste s'est construit sur le capital et une répartition de valeur qui n'était pas forcément équitable entre les salariés et le patronat au début du 19e siècle. Mais ça, aujourd'hui, on a des actionnaires, le partage de la valeur entre la grande distribution, par exemple, et les petits producteurs, etc. Le partage de la valeur n'est pas toujours aujourd'hui équitable, quel que soit le modèle d'entreprise qu'on ait mis en place. Alors, je vais te poser une question qui est peut-être un peu philosophique. Hein. Je ne sais pas si si tu seras inspiré pour me répondre à ça, mais je tente. Comment est-ce qu'on sait qu'un partage est équitable dans un cas comme ça? Il faut que tout le monde y retrouve son compte. C'est-à-dire qu'il y avait un moment, en tout cas, le modèle tayloriste a été fondé sur je te donne un salaire et en contrepartie, tu vas me donner ton temps. Aujourd'hui, ça devient compliqué de dire je te donne un salaire, tu me donnes ton temps et ta présence dans l'entreprise. On va demander aux gens d'être engagés, on va demander aux gens d'être créatifs, on va demander aux gens d'être agiles. Sauf que on n'est plus dans un système d'exécutants. Et donc, le facteur humain, comme on dit, peut avoir le choix de se dire OK, j'y vais, je fais le minimum et je récupère mon salaire. Ouais. Ou pour faire l'extra mile, le pas de plus, qui va permettre justement d'être plus engagé, d'être plus créatif, de générer de l'innovation, etc. Il peut faire le choix de le faire ou de ne pas le faire. Parce que pour le même salaire ou le même prix, il ne va pas forcément donner toujours plus avec toujours moins de moyens. Donc c'est ce déséquilibre-là aujourd'hui qui est remis en cause par l'idée d'un développement durable. C'est comment ça va être plus équitable et comment on va tenir peut-être plus l'humain et plus seulement un objet de production. C'est aussi un sujet en croissance. Et comment on va faire en sorte qu'on le forme, il apprenne des choses, il y trouve du sens, il soit engagé, il ait des idées, on lui laisse donner libre cours à sa créativité. Tout ça, aujourd'hui, c'est loin d'être une évidence. Et en tout cas, il y a des gens qui sont OK pour le donner en contrepartie de leur salaire. Ouais. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus OK pour ça. On voit l'arrivée des nouvelles générations qui est en train de bousculer pas mal la donne. Ouais. Bon, alors, plusieurs choses. Donc, je vais partir sur la première qui m'est venue, mais cette histoire des nouvelles générations, je pense qu'on va en parler. Qu'est-ce qui fait que ça a changé? Est-ce que c'est ce que tu me racontes là? Est-ce que c'est le fait qu'en France, notamment, parce que toi, tu t'intéresses peut-être beaucoup à ce qui se passe en France. Surtout au marché français, mais pas que. Mais peut-être quand même beaucoup dans les sociétés qui ressemblent à la France, peut-être principalement.
ça a beaucoup changé parce qu'on est passé à un modèle avec beaucoup de tertiaires peut-être et beaucoup moins un peu moins d'usines peut-être, un peu moins de choses où on demandait aux gens de faire un travail peut-être un peu répétitif avec moins de créativité. Alors qu'aujourd'hui, une bonne partie de notre économie est plus basée sur, je disais, sur du tertiaire. Il y a peut-être un meilleur mot que ça. Je ne suis pas sûre que ce soit la différence entre l'industrie et le service. Parce qu'aujourd'hui, il y a des industries, enfin, les industries continuent de tourner aujourd'hui et continuent d'employer un certain nombre de personnes. Oui. Pour moi, la différence, elle ne se fait pas là. Elle est plutôt sur le fait que le facteur humain, justement, qui est quand même clé dans le développement d'une entreprise, il est plus rare aujourd'hui. On est dans une forme de creux démographique. Donc, il y a aussi... alors, pour le coup, je parle des pays occidentaux. Ce n'est pas le cas dans des pays comme l'Inde ou la Chine qui sont en pleine explosion par rapport à ça. Mais globalement, on est dans un creux démographique. Donc, le facteur humain, il se fait plus rare. Il est globalement mieux éduqué. On a eu tous accès aujourd'hui à l'éducation, ce qui n'était pas du tout le cas au début du travail tel qu'on a pu le connaître dans la première révolution industrielle. Donc plus éduqué, plus averti, et en tant que consommateur, en tant que citoyen, on est plutôt autonome, on est capable de prendre des décisions tous les jours, et on se retrouve dans des entreprises qui nous demandent malgré tout souvent d'exécuter une tâche. Quelle qu'elle soit dans l'ordre du service ou qu'elle soit dans l'ordre industriel. On se retrouve dans une position d'exécutant à répondre à des ordres et à un management qui est encore pour beaucoup, une fois encore, je ne veux pas faire de généralité, mais encore pour beaucoup assez descendant. Ouais. Et donc, plus éduqué, plus rare, pourquoi j'irais faire ce pas de plus alors que je peux choisir de faire différemment, que j'ai ma liberté de penser, que j'ai envie d'être autonome, que mon rapport à l'autorité est peut-être différent. Ça ne veut pas dire que les jeunes n'ont pas besoin de cadre. On dit souvent les jeunes ne veulent plus d'autorité ou un problème avec l'autorité. Non, souvent ils ont besoin de cadre, ils ont besoin d'être encadrés, de savoir dans quel territoire ils vont jouer. Par contre, ils ne veulent plus exécuter et faire des choses qui n'ont pas de sens à leurs yeux. Ouais. Donc c'est comment on redonne du sens pour que on ait envie de s'investir à long terme. Parce que une tâche ingrate, on va la faire une fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 10, on va se dire c'est pas très drôle. Ouais. Donc, je vais peut-être pas rester très longtemps. Et après, on va parler de grandes démissions, etc., etc. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour motiver les gens ? Alors après, il y a toujours la question de la motivation. Est-ce qu'elle vient de soi ou elle vient de l'extérieur ? Mais malgré tout, le contexte aujourd'hui fait que les gens ont le choix de donner leur créativité ou pas à l'entreprise qui les emploie. On n'est plus un salaire contre le temps. Ouais. Le rapport de force a changé ? Le rapport de force a changé. Ça a été relativement progressif ou alors, on pense évidemment à la crise du Covid, je pense directement. Ou est-ce qu'il y a eu des événements un peu clairs, un peu seuils ? Je ne saurais pas le dire comme ça. Clairement, le Covid a accéléré les choses. Je pense qu'il y a eu une espèce de lame de fond qui est montée doucement. Il y a eu des crises répétitives dans les entreprises et puis les nouvelles générations ont aussi vu leurs parents partir en burn-out. Donc, le rapport au travail ou à l'impact du travail sur la santé des personnes est peut-être plus visible aujourd'hui qu'il n'était auparavant. Le côté plus éduqué des personnes qui font que ce qui était peut-être acceptable à un certain moment les plus... nécessairement aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup plus de classes d'âge qui ont le bac et bien au-delà. Donc ça joue. Par rapport à ça, ça c'est peut-être venu un peu plus progressivement. Est-ce que tu peux me donner un exemple de génération ? Je sais que les générations ont des noms, alors tu n'es peut-être pas obligé de me donner Alpha. Voilà. Alpha, je ne connaissais pas. Mais... Millennials, c'est la dernière. C'est les prochains qui arrivent là, qui sont en train d'arriver sur le marché du travail. Ah, d'accord. J'allais dire c'est les petits de 4 ans, mais non, c'est quand même des grands. Ils sont en train, c'est les natifs de début des années 2000 et qui vont 2000-2010 et qui commencent à arriver. D'accord. En termes de, tu disais, ils sont plus éduqués, les générations sont plus éduquées. Il y a eu, tu dirais qu'il y a eu un, pareil. Alors je te repose un peu la même question par rapport à cet angle-là, mais une cassure. Il y a un moment où il y a eu une génération, une décennie de naissance, où après,
l'éducation a changé, peut-être, la façon de l'éducation nationale, peut-être par exemple en France. Je sais pas si l'éducation a changé, mais en tout cas, il y a quand même eu un élément majeur, c'est le digital. Enfin, moi, je suis pas née avec un ordinateur. J'ai eu un ordinateur, j'étais quasiment en fin d'études. Je vais pas faire le vieux dinosaure, mais j'étais quasiment en fin d'études secondaires. Ouais. Aujourd'hui, les enfants, ils naissent quasiment avec un téléphone portable entre les mains. Même bébés, on les voit jouer avec le téléphone de leurs parents et ils savent parfois bien plus le manier que les propres parents. Donc ça, c'est quand même un facteur. Ça n'a pris que 20 ans. L'arrivée d'Internet, l'arrivée des portables, l'arrivée des GAFA, c'est pas si vieux que ça en réalité. N'empêche que ça a vraiment révolutionné le monde et que le rapport à l'accès à l'information, le rapport au temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quasiment tout de suite. On n'a pas une info, c'est allô Google. Merci mon ami. Voir ChatGPT. Voir ChatGPT. Alors l'information est peut-être pas forcément fiable, mais ça c'est un autre problème. Mais n'empêche qu'il y a plus ce temps de recherche ou d'attente ou de notion d'effort peut-être que des générations précédentes ont pu connaître. Il y a un accès à l'instantanéité et à la rapidité pour avoir l'information qui demande plus d'effort. On n'a même plus besoin de savoir comment chercher dans un dictionnaire. C'est devenu un truc obsolète. Une encyclopédie, un ordinateur. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça. Ouais, c'est clair. Donc, ce rapport-là, cette entrée du digital dans nos vies a quand même singulièrement modifié le rapport au savoir et l'accès au savoir. Et du coup, c'est les premiers qui ont été les plus impactés, c'est quoi? C'est ceux qui sont nés en 80 peut-être ou déjà les gens un petit peu plus vieux, c'était déjà le cas? Moi, je suis née en 76, donc je n'ai pas l'impression d'être dans les générations qui sont nées avec l'informatique, même si j'ai dû m'y mettre sérieusement. Mais je vois mes enfants qui sont plutôt des millennials, donc nés entre 98 et 2005. Et puis, on voit arriver ce qu'on appelle aujourd'hui la génération alpha. Vraiment des choses qui sont en train de bouger et qui ont des rapports à l'effort, au salariat. On nous vante une société où, même en sortant de l'école, après 3 années d'études ou 5 années d'études en master, beaucoup d'étudiants nous disent « Oula, je suis fatiguée, je vais prendre une année sabbatique ». Ok, c'était des choses qui étaient complètement inconcevables à notre époque, mais c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'aller voyager à l'autre bout du monde et de revenir et de rester connecté avec ses amis. Donc, il y a une espèce de flexibilité, de facilité des échanges qui n'était pas la réalité il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, ça aussi, ça change la donne. Et puis, il y a surtout, je veux plus me tuer au travail. Donc, soit j'y trouve mon compte, j'ai une mission qui m'intéresse et ok, j'y vais, je vais me donner. Soit la mission, elle m'intéresse pas vraiment, donc est-ce que j'ai pas mieux à faire avec cette espèce d'éco-anxiété qui peut exister et de se dire je sais pas trop de quoi sera fait demain, donc on va en profiter aujourd'hui. Et ça, il y a un changement de paradigme, je pense, entre ma génération, années 80, et la génération des millennials qui n'a pas le même rapport au temps. Pas le même rapport de « ok, on en profitera plus tard » ou on va d'abord accumuler un peu d'argent et puis on se mariera quand on aura notre premier appartement, ou etc. Aujourd'hui, tout ça, ça a un peu volé en éclats et on fait les choses quand on a envie de les faire avec un rapport à l'instantané qui est, à mon sens, beaucoup plus fort. Et oui. J'ai l'impression qu'à l'échelle individuelle, c'est très positif ce que tu es en train de me dire, cette évolution. C'est comme ça que je le vois, clairement. C'est peut-être moins clair à l'échelle d'une société. Qu'est-ce que t'en penses? Il peut y avoir beaucoup d'illusions, en fait. On lit dans beaucoup d'endroits que demain, c'est la fin du salariat et que tout le monde sera freelance et que chacun pourra faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Je suis pas sûre que ce soit pas une chimère. Et qu'on n'est pas en train de bercer d'illusions une génération qui pense que à 25 ans, en sortant de l'école, on va pouvoir s'installer, monter sa boîte et gagner 10 000 euros par mois, comme tous les réseaux sociaux semblent vouloir le dire. Je suis pas sûre que, sans avoir été encadré, sans avoir s'être frotté au processus de l'entreprise, alors qu'ils sont ce qu'ils sont, parfois ils sont critiquables, etc., n'empêche qu'il y a une forme de culture, d'accompagnement. Quand on sort de l'école, on n'est pas formé, on ne sait pas travailler. Donc, est-ce que laisser croire aux personnes
que demain, elles pourront se lancer sur le marché du travail, trouver des clients en allant sur LinkedIn, faire 10 000 euros par mois et puis partir en vacances quand elles veulent. J'ai un peu l'intuition que c'est pas complètement la réalité. Et moi, ce qui pourrait me faire peur, c'est quelle société on construit autour de ça. Ouais. Parce qu'effectivement, on n'est plus sur du vivre ensemble, mais un peu chacun pour soi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que ça aussi, c'est de la philosophie, en fait. C'est est-ce qu'on prône l'individuel à fond quand on est français, ça peut être un peu le cas. Quand on est américain, c'est beaucoup le cas. Ou est-ce qu'on prône la société, le groupe? Quand on est chinois, c'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est des vrais modèles, c'est des vrais, je pense que c'est des vrais choix philosophiques qu'on peut faire plus ou moins, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas complètement de contrôle. Dans une dictature, c'est plus facile de dire ça sera comme ci, ça sera comme ça. Et du coup, voilà, moi, ça m'intéresse beaucoup ces questions-là, de voir quel est l'impact à l'échelle individuelle. Alors, avec peut-être par rapport à ce que tu me racontes, des choses qui peuvent faire rêver, avec un bon côté des choses, parce que rêver, c'est quand même bien, mais après, des fois, le rêve ne correspond pas forcément à la réalité, donc il peut y avoir aussi des déceptions, peut-être, ou des... Voilà. Et à l'opposé, effectivement, la question de quelle va être l'évolution sur le long terme, sur le très long terme d'une société, d'une nation, par exemple. C'est pas forcément évident de voir le futur. Je pense que tu es d'accord avec moi. Mais ça reste des paris à faire, et ça reste des paris notamment politiques. Avec la société qui va voter chez nous, et qui va dire j'ai envie de suivre tel programme parce que c'est comme ça que soit c'est ce qui me parle le plus à moi personnellement, soit c'est ce qui me semble être le mieux pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et je pense que là, on touche à ce genre de choses avec le sujet avec lequel tu arrives aujourd'hui. Alors, peut-être oui, en tâche de fond, mais... En toile de fond, effectivement. De toute façon, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et on voit bien la crise politique qu'on est en train de traverser aujourd'hui en France, elle est assez symptomatique, à mon sens, d'une transition où on ne sait pas très bien comment faire, mais en tout cas, les modèles qui existaient hier ne marchent plus. La droite, la gauche, l'extrême droite, l'extrême gauche, ok, bon, mais c'est peut-être des modèles qui existaient avant, et aujourd'hui, on est dans une transition où on n'a pas encore inventé le modèle d'après. Et c'est normal. Et donc, on va chercher, ça va flotter. Bon, les Français ne sont pas très doués pour faire autre chose que la révolution quand ils ne savent pas, ou la guerre quand ils arrivent à un moment où ils ne savent plus trop comment gérer le changement et l'absorber doucement. Donc, on va espérer que ça ne génère pas des révolutions. Mais voilà, je pense qu'on est dans cette période de transition où il y a un nouveau modèle à inventer. Et je crois plus aujourd'hui, moi, au collectif, mais au sein de l'entreprise, ou en tout cas à l'intelligence collective et au pouvoir de l'entreprise pour changer le monde qu'aux politiques. Alors, c'est peut-être ma désillusion à moi, mais je crois plus à l'entreprise et au monde économique pour changer les choses qu'aux politiques. Ouais. C'est encore une autre échelle. Moi, j'ai parlé de l'individu, j'ai parlé du pays, on va dire, ce genre d'échelle. Une entreprise ou un groupe au sein d'une entreprise, c'est une autre échelle. Et c'est très intéressant justement de voir ce qui est possible de faire. Je pense que c'est très intéressant de réfléchir en termes de temporalité, aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, et voir beaucoup plus loin. Et je pense que c'est aussi très intéressant de réfléchir comme ça en termes de taille de groupe. De groupe. Et c'est vrai que moi, mon intuition, elle m'a amené vers cette différenciation entre le tout petit groupe, l'individu, et le très grand groupe. Mais effectivement, toi, tu arrives avec une approche un peu plus intermédiaire, avec donc l'aspect économique, comme tu le disais, et puis le groupe de peut-être quelques individus, quelques dizaines d'individus, peut-être encore un peu plus. Tu t'intéresses aux entreprises de quelle taille, toi ? Je sais. Alors, je vais me permettre de ne pas répondre tout de suite à ta question, mais je ne sais pas si c'est une question de taille de groupe ou si c'est une question on est sorti d'une logique linéaire, c'est-à-dire qu'avant, c'était la politique ou l'économique. Je caricature un peu, mais il y avait un peu de ça. L'idée que je me fais de la société de demain, c'est qu'on ne pourra plus être dans cette dialectique et qu'au lieu de faire du « ou »,
et opposer les choses, on devra faire du et. On va devoir composer. Ça ne sera pas aussi simple. Il y aura des bonnes choses à prendre à différents endroits, justement dans l'environnement, dans le social, dans l'économique, dans le politique. Si le social recouvrant évidemment le politique entre dans le social, à mon sens. Mais du coup, on va passer d'une logique où il y avait un problème, c'était compliqué, révolution industrielle, ingénieur, on résolvait le problème, on avait un mode opératoire, on appliquait, ça marche. Super. On construit des usines, on construit des voitures, on construit des téléphones. Tout ça marche comme sur des roulettes. Et puis là, on arrive dans une société qui est beaucoup plus complexe, voire qui se complexifie. On rajoute de l'intelligence artificielle par-dessus. Ce qui était linéaire, une cause produit un effet, ça marche plus en fait. Il y a un moment où on envoie quelque chose et puis il y a une boucle de rétroaction et finalement nos logiques très occidentales qui faisaient du linéaire, elles se retrouvent dans des boucles de rétroaction et elles savent pas bien gérer parce qu'elles n'ont pas eu l'habitude de voir la vie comme un cycle avec des saisons, avec des choses qui tournent, qui avancent, qui se répondent. Si on était tous des robots, quand tu dis à un robot range ta chambre, en général il range sa chambre. Quand tu dis à un enfant, c'est pas le cas avec les enfants. Quand tu dis à un enfant range ta chambre, il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait une boucle de rétroaction qui fasse que non seulement il va pas la ranger, mais en plus il y a un truc qui va se mettre un grain de sel là qui va se mettre dans le dispositif et ça va pas marcher exactement comme c'était prévu et ça pourrait bien monter dans les tours. Voilà. Bon, c'est pareil en fait pour la société. C'est-à-dire que ce qu'on imaginait marcher dans un temps donné, il y avait un moment ça produisait effectivement toujours le même effet et puis là aujourd'hui c'est des interactions entre des humains qui interagissent entre eux et on ne maîtrise plus, on ne peut plus contrôler, comme c'était le cas au préalable, ce qui peut émerger de l'incertitude, de l'inconnu, du changement permanent. Et aujourd'hui, on est rentré quand même dans une ère de changement permanent. Je vais mettre un mot dessus, tu vas me dire si ça te parle, c'est plus chaotique aujourd'hui ? Oui. C'est le management du chaos. On a à gérer de l'incertitude. C'est le fameux monde VUCA, c'est-à-dire c'est volatile. C'est quoi le terme que tu as employé ? VUCA. Qu'est-ce que c'est ? VUCA, c'est un acronyme qui veut dire volatile, incertain, uncertain en anglais, changeant. Ouais. Et évidemment, je ne vais pas retrouver le bon acronyme, c'est pas drôle autrement. Mais le dernier, c'est toujours le plus dur. C'est toujours le plus dur. Bref, en tout cas, c'est un monde qui évolue en permanence et sur lequel on a du coup moins de facilité à mettre une vision prospective, faire un plan à 30 ans et dans 30 ans, ça va se dérouler comme on a prévu que ça se déroule. Non, on l'a vu avec la crise du Covid. Tout le monde, 3 mois avant, n'imaginait pas une seconde qu'on allait avoir une crise du Covid. Et donc, le temps, là encore, s'est contracté et nous a fait faire des choses qu'on n'imaginait pas capable de faire. On ne pensait pas que le télétravail allait prendre une telle place dans les entreprises, que certaines évolutions sociétales allaient se mettre en place aussi rapidement. Et ça a été le cas. Il y a 100 ans, est-ce que les gens s'imaginaient, il y a un peu plus de 100 ans ou un peu moins de 100 ans, est-ce que les gens s'imaginaient vivre une guerre mondiale ? Tu vois ce que je veux dire ? J'étais pas là, je ne peux pas répondre à cette question. J'entends bien, mais je me demande à quel point, et ça c'est une réflexion que je me fais souvent, à quel point est-ce qu'on s'imagine que notre situation est vraiment très particulière et à quel point est-ce que, en fait, dans le passé, les gens se disaient la même chose. Alors, ça me semble assez clair qu'il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent dans notre monde actuel. J'ai pas trop de doute là-dessus. Mais tu vois, par exemple, avec l'exemple que tu as donné sur la crise du Covid et quelques semaines avant, ou quelques mois avant, est-ce qu'on aurait pu s'imaginer ça ? Clairement pas. Mais j'imagine que dans le passé, ça devait leur arriver des choses comme ça. Vraisemblablement, les historiens nous diront ça dans quelques années en essayant d'étudier les temporalités et la façon dont l'histoire s'est déroulée ou se redéroule ou se répète. Ouais. On n'est pas complètement à l'abri que l'histoire se répète non plus. Voilà, c'est une curiosité que j'ai souvent en me disant, par exemple, une autre expression qu'on entend souvent, c'est le c'était mieux avant. Là j'ai un avis un peu plus fort sur la question. Je pense que globalement c'était bien moins bien avant. Sur certains points spécifiques, il n'y a pas de doute. Voilà. Mais tu vois, et du coup, vu qu'on vit notre propre présent, notre propre histoire, j'imagine qu'on doit se sentir un petit peu, au centre de tout. Naturellement, l'humain en général
Je dis pas toi spécialement ou moi spécialement. Moi, je pense que je me sens un peu au centre quand même, mais j'essaye de lutter contre ça quand même. Mais voilà, donc c'est souvent que je me pose ce genre de questions. Est-ce que c'était si différent? Est-ce que notre situation est si particulière? Bon, voilà. Revenons à ces questions de durable. Justement, là, on a parlé un petit peu du passé. Le côté durable, ça évoque le futur. Ça évoque un futur souhaitable. Euh, Peut-être qu'on peut revenir sur les piliers dont tu parlais tout à l'heure, ou revenir un petit peu au centre de notre sujet, si ça te va de parler comme ça, parce que moi je vois toujours des questions sur les générations, sur tout ça, mais peut-être qu'on peut se recentrer un petit peu maintenant. Euh, si j'ai une question, qu'est-ce qui toi t'anime dans ce sujet-là? Ça fait très longtemps en fait que je suis préoccupée par ces questions d'équilibre. Donc je pense que c'est un peu né comme ça. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi j'ai eu cette sensibilité assez jeune. Ok. Est-ce que c'était lié à un sentiment d'injustice peut-être, plutôt du côté sociétal. Ok. Et du coup, j'ai souvent été une des rares femmes dans des cercles d'hommes. Donc est-ce que j'ai développé une sensibilité particulière au fait qu'un équilibre était nécessaire Ouais. pour que les choses soient plus vivables, plus supportables? Peut-être que c'est né comme ça. Alors, excuse-moi, je te coupe, mais moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un petit peu spécifique, un petit peu qui sort de la norme, ça m'intéresse. Quand tu me dis, j'étais souvent une seule femme dans un cercle d'hommes, ça, tu vois, il y a quelque chose qui, j'ai une petite ampoule au-dessus de la tête qui s'allume. Je dis, ouh, là, il y a quelque chose d'intéressant derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? J'ai fait des études scientifiques. Ok. Et Moi donc, aussi. Donc, effectivement, je vois très bien de quoi tu parles. il se trouve que notre classe était parfaitement paritaire à l'époque. On Ok. était 8 filles, 8 garçons. Donc, c'était pas un sujet qui m'avait nécessairement happé à ce moment-là. D'accord. C'était dans quel domaine? Non, c'était juste un bac scientifique. Et D'accord, justement, ok. j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans l'univers scientifique. Et Ok. j'ai plutôt pris la voie des sciences politiques et de la littérature. D'accord. Ce qui m'a conduit à faire Sciences Po, à devenir journaliste, à passer par le logement social et à aller jusque dans l'industrie. Donc des milieux plutôt masculins, que ce D'accord. soit le journalisme et la politique, où on était assez peu de femmes à l'époque par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, où ça C'est c'est ce que beaucoup j'allais dire. En plus... journalisme, je supposerais que ça a pas mal changé. Mais vu de l'extérieur, hein. En fait, je sais pas vraiment. Je ne sais pas. Ok. Je ne sais pas. J'ai été dans des métiers comme la communication ou comme le marketing, où il y a énormément de femmes. Ok. C'est rarement les femmes qui ont les postes clés. Ah, ok. Ah, ça, j'entends. D'accord, d'accord. Effectivement, parler de la parité à l'échelle du domaine et puis après s'intéresser au rôle peut-être hiérarchique, hein, comme on parlait de hiérarchie tout à l'heure, effectivement, ça peut être deux sujets différents. En termes de nombre pur, j'aurais imaginé que dans les domaines que tu m'as cités, il y a quand même peut-être pas mal de femmes. Alors, peut-être politique, peut-être un petit peu moins, et encore, ça a dû pas mal changer ces dernières années aussi, En non? politique, Ouais. ah oui, clairement. Mais Ouais, à ouais. l'époque, quand moi j'ai commencé comme journaliste, on était en 1998. Ok. Et donc, les quotas, ne serait-ce que dans les élections, les différentes élections, n'étaient pas là. Donc, c'était pas des duos hommes-femmes qui se Ok. présentaient aux élections à cette époque-là. Donc, effectivement, la dimension n'était pas du tout la même. Nous, on avait 2 femmes qui étaient responsables, rédactrices en chef de la culture, en l'occurrence, et de la politique. D'accord. Mais tous les autres étaient des hommes. Et les 3 directeurs de l'époque étaient des hommes. D'accord. Donc, un univers, en tout cas, assez masculin, Oui. au sens les codes du masculin. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des femmes, mais dans des codes qui vont être plutôt ceux du masculin. Reste à définir ce qu'est le masculin, mais on va pas se lancer là-dedans. Ah bah, ça m'intéresse aussi. Hein, donc bon, vu qu'on n'a pas 4 heures aujourd'hui, on va peut-être se focaliser, mais voilà, ça m'intéresse aussi. Un univers journalistique qui est plutôt dans les codes du masculin. Ouais. Un univers du bâtiment où là, clairement, il y avait assez peu de femmes sur les chantiers. Et quand on voyait arriver une femme sur un chantier, c'était un peu soit une étrangère, soit une visite, soit
des femmes dans l'industrie. Quand moi j'ai fait mon stage usine, il y avait très peu de femmes. Il se trouve qu'on est arrivé 4 femmes cadres le même jour. C'était la révolution parce qu'ils en avaient jamais vu autant d'un coup. Non, je plaisante à peine, mais voilà. Donc effectivement, ce qui peut nous paraître un peu normal aujourd'hui l'était clairement pas. Oui. Et les codes, en tout cas, n'ont pas tant évolué que ça. En tout cas, moi, j'ai contribué à mon échelle, à mon niveau, à travailler à ça, parce que c'était pas une évidence, c'était pas toujours simple d'être dans ces univers-là et de se faire entendre comme femme, d'assumer son féminin, sans parler de son féminisme, dans des univers qui n'avaient pas ces codes-là ou ne pensaient pas pouvoir s'adapter à ça. Et bien, un développement durable pour moi demain, c'est aussi des contextes, des entreprises qui sont capables d'accepter et d'intégrer cette différence. On dit souvent la diversité, c'est d'être invité à la fête. Mais par contre, l'inclusion et le fait qu'on intègre vraiment ces personnes-là dans leurs différences, c'est d'être invité à danser. Et il y a encore une petite marge de manœuvre. D'accord. Pour être invité à danser. D'accord, j'avais jamais entendu ça, je trouve ça très poétique. Ok. Donc ouais, toi tu as toujours été guidé par ça, on va dire, il y a certains mots-clés, hein, tu m'as dit inclusion, tu m'as dit diversité. Recherche d'équilibre. Équilibre, ouais. Équilibre, c'est un terme qui me parle beaucoup. Parce que l'équilibre, pour moi, c'est ce qui s'oppose au déséquilibre, évidemment, mais aussi à un terme qu'on emploie peut-être beaucoup ces derniers temps, mais à l'extrémisme. L'équilibre, pour moi, c'est pas forcément 50-50, pas partout. Je suis d'accord. Mais par contre, il y a une zone où, tu vois, si on se représente une courbe de Gauss, le pic est pas forcément à 50% de l'échelle. Il peut être plus à gauche, plus à droite. Mais il peut y avoir un pic. Souvent, il y en a un. Et ça, je pense que c'est important de le garder en tête. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et du coup, cette question d'équilibre, moi, ça me parle aussi. Comment est-ce que tu essayes de le mettre? Tu as donné quelques exemples de milieux par lesquels tu étais passé. Comment est-ce que tu as essayé, est-ce que tu essayes aujourd'hui de faire que les gens avec qui tu travailles se rapprochent de cet équilibre-là? C'est un combat quotidien. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de combat, parce que ce terme guerrier ne me plaît pas vraiment. Mais en tant que recruteuse aujourd'hui, ce que je suis, ma vie, c'est d'entendre des clients qui vont me demander quelqu'un de jeune pour s'intégrer à une équipe qui est dynamique. Ou c'est d'avoir quelqu'un qui a fait une grande école parce que ça va permettre de penser plus vite et donc d'être efficace rapidement. D'accord. Et donc, mon rôle de recruteuse, il est vraiment d'essayer justement d'ouvrir ses chakras, de démontrer que peut-être on peut sortir des codes habituels pour aller chercher d'autres types de possibles. Je ne crois pas au système de guerre des talents. Des talents, il y en a beaucoup. Par contre, on a souvent face à nous, en tout cas, des exigences qui sont, pour moi, d'un autre temps. Et donc, je fais attention, chaque fois que j'ai un recrutement, à sensibiliser mes clients au fait que, en quoi avoir une personne d'un certain âge, ce serait un problème pour entrer dans une équipe dynamique. On peut avoir 45 ans et être très péchu. 45 ans, c'est un certain âge ? Ah oui, c'est dans certains métiers du digital et de la com, c'est être vieux. C'est être très vieux. Mais voilà. Et sauf que ces gens-là, ils ont 45 ans, ils ont 20 ans encore à bosser. Oui. Non, mais c'est pour ça. Tu m'aurais dit quelqu'un à 3 ans de la retraite. Bon, ça ne m'aurait pas si surpris. Quand tu parles de 45 ans, ça me surprend beaucoup plus. Aujourd'hui, faire entrer quelqu'un qui a plus de 45 ans dans une start-up, c'est mission quasi impossible. D'accord. Donc voilà, c'est comment on ouvre ses chakras, comment on va regarder où sont les compétences, comment on va chercher des profils qui sont peut-être atypiques. Mais aujourd'hui, par exemple, sur la data, moi je recrute beaucoup dans le digital et dans la data. Dans la data, aujourd'hui, on a assez peu justement de personnes qui sont diplômées d'écoles françaises avec un niveau attendu par les entreprises qui elles-mêmes n'ont pas de maturité toujours sur ces sujets-là.
ont besoin d'aller chercher des talents qui vont les faire monter en compétences sur ces domaines. Et en fait, on les a pas. Elles peuvent pas. Les entreprises ne peuvent pas les former. Donc, elles ont besoin d'aller chercher des gens qui sont déjà formés, déjà acculturés à ces domaines-là et qui vont être capables d'apporter cette valeur à l'entreprise. Le problème, c'est que vu que l'entreprise elle-même n'est pas mature, le talent digital va se dire, moi, dans 2 ans, je suis obsolète parce qu'il va donner son savoir, mais il ne va pas forcément apprendre de l'entreprise. Et donc, on revient à cette notion d'équilibre, en fait. Ouais. C'est qu'on a toujours besoin de se dire, OK, allons chercher donc d'autres talents, d'autres types de talents, mais ne les enfermons pas dans un système de est-ce que je vais pouvoir projeter cette personne à 10 ans ? On s'en moque. Dans 10 ans, la personne, elle ne veut pas forcément être là parce qu'elle aura perdu son savoir, elle aura perdu la valeur qu'elle avait sur le marché. Donc, comment on va un peu transformer les modes de recrutement, peut-être plus à la mission plutôt qu'au contrat de travail qui était l'emploi à vie. Je ne crois pas que ça existe encore aujourd'hui. En tout cas, les métiers dans lesquels je recrute, c'est complètement illusoire de penser qu'on va regarder un recrutement à l'horizon 10 ans et le potentiel de la personne pour qu'elle reste chez nous aussi longtemps. Je ne crois pas que ça fasse du sens aujourd'hui. Donc, travaillons à la mission, travaillons effectivement à la mobilité pour que les gens puissent se former à des nouveaux métiers, parce que parfois, c'est hyper important de bien connaître son métier et puis peut-être d'aller apprendre la langue digitale ou la langue data ou la langue du métier, si on est très digital mais pas assez du métier. Ça va permettre d'ouvrir le spectre et d'éviter de parler de guerre des talents. Tu travailles beaucoup avec des startups ? Entre autres, mais pas que. Pas que. Parce que, bon, on est à côté de Clermont-Ferrand, là. J'ai une entreprise. L'exemple qui me vient en tête, évidemment, hein, tu l'auras aussi. Chez Michelin, on peut imaginer qu'on y rentre et qu'on peut y passer toute sa carrière si on veut. Alors, pas au même poste, j'imagine, mais quand même dans la même entreprise, ou je ne sais pas si on parle de groupe à cette échelle-là, mais voilà. Évidemment, quand on commence à frapper à la porte d'une start-up, par définition, on ne sait pas trop de quoi sera fait. Alors demain. Peut-être, peut-être un peu, mais 5 ou 10 ans dans le futur, c'est pas évident parce que ça peut grossir, ça peut exploser. Et souvent, 10 ans après, les startups, la plupart n'existent plus. Enfin, je ne sais pas quelles sont les stats, mais enfin, je pense que c'est un gros ratio, quoi. Du coup, voilà, c'est un peu ça ma question. Est-ce que, en tant que candidat, par exemple, est-ce qu'on se projette? J'ai un peu la réponse en tête, mais je veux que tu élabores dessus. Est-ce qu'on se projette de la même manière si on approche ou si on est approché par une start-up ou si on va voir Michelin? En fait, la question, je la poserai différemment. C'est une question de sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire là, à tel moment? Est-ce que ce qu'on va faire va avoir de l'intérêt ou est-ce que c'est un statut qu'on cherche? Et je crois que les gens ne cherchent plus un statut. Donc, ils ne vont pas rentrer dans une entreprise pour avoir la garantie de l'emploi à vie. C'est fini. Donc, ils vont chercher une entreprise qui va répondre à un besoin à un moment donné. Dans 2 ans, ils ne savent pas où ils seront. Okay. Donc, honnêtement, ils n'en ont un peu rien à faire. En tout cas, les dernières générations, ce n'est pas le sujet. Ce qu'elles me demandent, c'est avoir une mission intéressante, des managers sympathiques et une entreprise où il y aura de la flexibilité, voire où elles seront 3 jours par semaine en télétravail. Voilà. Donc, on n'est clairement pas sur une question de est-ce que c'est là que j'aurai la meilleure sécurité ou la question fondamentale, elle a changé entre sécurité et liberté. Entre est-ce que c'est intérêt pour la mission ou salaire à la fin du mois. Et aujourd'hui, ces arbitrages-là, ils sont faits, à mon sens, vraiment différemment par les plus jeunes générations. En résumé, avant, c'était un peu sécurité et revenus. Et maintenant, c'est plutôt liberté et intérêt de la mission et bien-être. C'est-à-dire que mon bien-être, la garantie que l'entreprise ne va pas me tuer au bout de 5 ans de travail, elle est tout aussi importante que le salaire que je vais gagner à la fin du mois. Ouais. Et ça, tu l'as vu, on parlait de génération tout à l'heure, tu le vois sur... ceux qui rentrent sur le marché du travail par rapport à quelqu'un qui a ton âge, est-ce qu'il y a une grosse différence? L'importance donnée aux critères n'est pas la même. Voilà. Les critères sont un peu différents dans l'ordre. Il y a beaucoup d'études qui peuvent le montrer. L'ordre des priorités a changé. D'accord.
Et il y a une génération qui a servi de bascule ou est-ce que c'est vraiment progressif et c'est-à-dire que peut-être les gens qui ont entre 40 et 50 ans, c'est 80-20 sur certaines priorités par rapport à d'autres. Ensuite, ceux qui ont 10 ans de moins, c'est 60-40, etc. J'ai pas les études aussi précises en tête, donc je serais pas capable de répondre à cette question. Mais clairement, entre la génération Y, Z, Millennials et Alpha, en 4 générations là, et ce sont ces 4 générations qu'on a aujourd'hui sur le marché du travail, D'accord. qui cohabitent aujourd'hui sur le marché du travail et que les managers doivent faire travailler ensemble. Les centres d'intérêt, le rapport au travail, le rapport à l'effort, le rapport à la liberté, le rapport à la sécurité, ces générations-là n'ont pas les mêmes priorités. Ouais, et ça doit pas être évident. Tu penses que il y a quelques décennies, tu penses que c'était plus homogène les groupes sur ce qu'ils voulaient? J'en sais rien. Je suis pas historienne, non, j'ai pas ce genre de retour, je sais pas. D'accord. Bien. Qu'est-ce que à l'échelle des entreprises, du coup, qu'est-ce que tu conseilles de mettre en place en priorité dans ce cadre-là? Pour moi, c'est vraiment une réflexion globale. C'est-à-dire que c'est de se dire aujourd'hui, je caricature là encore un peu, mais pour faire simple, on essaie de traiter les problématiques d'aujourd'hui avec des outils qui datent du siècle dernier. Ouais. Et on a assez peu changé et les méthodes de management et le contrat de travail et le temps de travail, les modalités de travail. Tout ça reste finalement très calqué sur ce qu'on vivait au siècle dernier, voire à celui d'avant. Oui, parce que c'est vrai que le siècle dernier, c'est le 20e maintenant. C'est ça. Moi, ça continue de me faire bizarre. Mais malgré tout, voilà, il y a vraiment... Et ça, si on ne fait pas bouger ce curseur-là, le risque, c'est qu'on crée les problèmes de demain. Vraiment. Donc, comment faire bouger ça? Je pense qu'il y a plein de façons de le faire. Il n'y a pas une bonne méthode. Chaque entreprise doit tâtonner. Ce qui est sûr, c'est que le tout descendant a, à mon sens, touché sa limite. Donc, comment on va pouvoir inclure les personnes, mettre de l'intelligence collective, faire en sorte que les gens co-construisent les solutions plutôt qu'elles arrivent du top management, qu'elles soient décidées et qu'on dise décliner vers le bas. Ça, il y a des chances que ça soit plus compliqué à mettre en œuvre. Ok. Le recrutement, plutôt que de recruter dans ce qu'on pouvait appeler un moule et de faire en sorte qu'on ait finalement tous les mêmes, c'est tellement plus facile d'intégrer les mêmes que du coup, c'est plus compliqué d'aller chercher quelqu'un qui va être un peu différent, qui va challenger l'ordre établi, qui va pas être d'accord avec la stratégie. Au final, il le sera peut-être, mais dans l'idée, si les valeurs sont communes, comment on peut vraiment intégrer cette différence? Comment on peut vraiment aller chercher des profils atypiques qui vont permettre d'innover? Est-ce qu'autrement, on va répéter toujours plus de la même chose et le toujours plus de la même chose, c'est pas sûr qu'il conduise à quelque chose de très nouveau. D'accord, oui, effectivement, je comprends bien. Tu viens de me parler de valeur. Je pense que c'est un mot qui est très important. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus? C'est-à-dire, quand tu dis qu'il y a des gens qui vont arriver avec peut-être une approche différente, avec... moi, j'ai visualisé un rebelle, ou une rebelle, hein, peu importe. Et après, tu dis, tant qu'ils ont les mêmes valeurs. Donc, on peut avoir des comportements différents et les mêmes valeurs? Ah, clairement. L'objectif, ce qui est surtout important, c'est que tout ça soit explicité. Dans mon sens, ce qui ne peut plus tenir aujourd'hui, c'est tous ces non-dits qu'il y a dans les entreprises. On fait les choses parce que c'est dans la culture, on a toujours fait comme ça. Ça, c'est la phrase que je déteste le plus au monde. Et ok, très bien. Mais en vrai, c'est jamais explicité. Donc on vous dit, il ne s'est pas intégré. Ah oui, mais est-ce que vous lui avez partagé quel était l'ADN de l'entreprise? Est-ce que vous lui avez partagé quelles étaient vos valeurs? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes aligné entre ce qu'il y a, et je le vois moi en recrutement, entre ce qui est annoncé dans une annonce de recrutement ou une offre d'emploi et puis la réalité sur le terrain, il peut y avoir un monde. Donc entre la représentation que la personne s'est faite de cette entreprise, la réalité qu'elle va trouver sur le terrain, et puis ce que veut bien leur dire les managers, ce que veulent bien partager les collègues, etc., il peut y avoir un fossé énorme. Donc, comment on fait en sorte de s'assurer que ça devient explicite, qu'on co-construit? Ça sera plus facile à une personne de dire non, je ne suis pas
je suis pas alignée avec ça. C'est pas mon projet. J'ai pas envie de ça. Et donc, du coup, je vais pas m'investir parce que je crois pas à ce que vous voulez. Une entreprise, c'est forcément segmentant. Il y a des gens qu'elle va contenter, il y a des gens qu'elle va pas contenter. Et c'est très bien comme ça. Et il en faut pour tous les goûts. Et il y a des valeurs différentes et tout le monde a le droit d'exister. Pas de problème avec ça. En revanche, comment on fait pour attirer des gens différents, mais sur un socle commun qui va permettre d'avancer? Autrement, on n'avance plus, en fait. Si tout le monde est toujours en train de challenger tout, ça ne peut pas marcher. Donc, quel est le socle fondamental qui va faire que sur l'humain et sur les processus, on va être capable de délivrer quelque chose qui va marcher, qui va produire de la valeur, qui donnera donc du profit à l'entreprise, mais qui sera peut-être plus respectueux, et des hommes et des femmes, parce qu'ils seront au courant de pourquoi ils travaillent et dans quel sens ils vont travailler, et aussi de l'environnement, de la société dans laquelle ils sont implantés. Vu de l'extérieur, je me demande si beaucoup de gens dans les entreprises ont les valeurs de l'entreprise en tête. C'est très amusant. En tant que coach, je le fais souvent avec des comités de direction. Je leur demande d'écrire quelle est la raison d'être de l'entreprise. Ouais. Ils prennent chacun une feuille ou un post-it et je leur demande d'écrire chacun, comité de direction, quelle est votre vision de la raison d'être de l'entreprise. Et ben, c'est très amusant parce que très souvent, ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Entre eux. Ouais. Déjà au niveau du comité de direction. Donc on peut imaginer qu'en dessous, ce soit encore plus dilué. Ah oui. Donc effectivement, c'est pas une évidence. Il y a eu des gros travaux qui ont été faits sur toutes les entreprises, sociétés à mission ou les entreprises qui ont voulu se certifier B Corp. On a beaucoup parlé de raison d'être. C'est quoi déjà B Corp ? B Corp, c'est un label qui permet de certifier que vous avez... il y a plus d'une centaine de critères qui permettent de démontrer ce que vous faites en matière d'environnement, en matière d'impact sur la société, de façon à être le plus respectueux possible de ces éléments-là. Okay. Donc, c'est une certification qui atteste, et pas que du déclaratif. Oui. Il faut prouver que ce que vous avez dit, vous l'avez fait. Oui, vous l'avez mis en œuvre. Ça vaut quelque chose, quoi. Parce que une vraie valeur. Déclaratif, on sait que tout le monde n'est pas aussi honnête, donc des fois, il peut passer des choses. Mais c'est vrai que quand il y a une entité aussi indépendante, je ne sais pas quelle est cette entité-là, mais voilà, il faut qu'elle soit indépendante, il faut qu'elle soit... Mais quand c'est bien fait, ça permet de rassurer, on va dire, sur les gens qui regardent de l'extérieur, qui ne peuvent pas tout vérifier eux-mêmes, dire, bon... De rassurer et de progresser, y compris pour l'entreprise, de progresser. Ouais. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas d'être parfait, surtout. Mais justement, c'est de faire une photo à un instant donné et de se dire, OK, nous, notre ambition, elle est là. En tout cas, notre volonté, notre vision, c'est d'aller à tel endroit. On n'est pas parfait, mais on va mettre en place des choses pour y arriver. Et cette logique-là on met la cale, on avance pas à pas. C'est plutôt la logique des petits pas, mais au moins, on ne regresse pas, quoi. Et rien que ça, c'est déjà énorme. Et le fait de le passer en visibilité, de le rendre public, ça oblige. Ça oblige. Et donc, c'est plus compliqué de revenir en arrière. Parce qu'en termes d'image, pour le coup, se faire décertifier, c'est pas très bon pour l'image. Ouais, j'imagine. Bon, je suis désolé, je t'ai coupé avec la question B Corp. Je sais pas si tu as. Je sais plus. Il faut que tu me rafraîchisses la mémoire. Alors je sais plus exactement sur quoi on était. Il faudrait qu'on ait un petit magnéto que je puisse remettre en arrière, mais c'est pas très pratique, donc on va pas le faire. Alors laisse-moi voir où on repart. Peut-être. Je fonds un peu. Et toi, ça va? On est dans une période un petit peu chaude là quand on enregistre et j'ai pas l'habitude d'enregistrer avec le ventilo. Je pense que ça me ramollit un petit peu le cerveau en plus, donc j'espère pas trop. Alors, on a parlé des entreprises. Là, voilà, on était sur la mission des entreprises et que. Oui, la raison d'être. Voilà, donc, les valeurs. Effectivement, au moins rendre les choses explicites et pouvoir, les gens puissent se dire, OK, j'adhère pas. Ouais.
Mais c'est un vrai critère de choix. Et le critère de choix, aujourd'hui, il est dans les deux sens. Le rapport de force, il a changé. C'est-à-dire que ce n'est pas que les entreprises qui cherchent à recruter et donc qui vont vous choisir en tant que candidat, mais c'est aussi le candidat qui choisit l'entreprise. Donc, plus l'entreprise va être transparente sur ce qu'elle a vraiment au fond d'elle, ce qu'elle veut vraiment faire, ce qu'elle fait vraiment, parce qu'entre le discours et la réalité, il peut aussi y avoir une sacrée différence. Plus on aura de chances d'avancer vers une société qui pourra se dire les choses. Oui, et puis ça clarifie, ça simplifie aussi. Ça simplifie, ça clarifie. Il y a déjà beaucoup de complexité. On a déjà du mal à maîtriser tout. Donc, plus on va pouvoir pas rendre les choses simplistes ni simples, elles ne le seront pas. On est dans un univers définitivement complexe. Mais de mettre de la clarté ou mettre du sens, comme le demandent aujourd'hui les plus jeunes générations, mais dans toutes ses acceptions. C'est-à-dire, c'est le sens, c'est la direction, c'est là où on va, c'est la signification. Pourquoi on fait les choses comme ça ? Pourquoi on met tant d'énergie à ça ? Est-ce que ça fait du sens pour moi ? Là, en termes de signification. Et puis, c'est aussi les 5 sens. Qu'est-ce que ça m'évoque ? Sur quoi ça vient me chercher ? Est-ce que ça va me permettre de me développer ? Ok. Donc là, il y a beaucoup de matière derrière pour pouvoir mettre ensemble, faire travailler ensemble les personnes autour d'un projet commun. Et à partir de là, ça peut pouvoir démultiplier l'énergie et éviter que ça bloque déjà sur des incompréhensions parce qu'on ne sait pas toujours pourquoi on fait les choses. Donc fluidifier la communication notamment. Remettre du sens, remettre de l'explicite dans les organisations, plutôt que de dire mais on l'a toujours fait comme ça, on était parti là-dessus, on l'a toujours fait comme ça. Oui, très bien, mais pourquoi vous faisiez les choses comme ça ? Pourquoi ça fait encore du sens aujourd'hui alors que l'univers à côté a bougé ? Est-ce que il faut bouger, il faut pas bouger ? Et les jeunes générations questionnent ça. Et c'est déstabilisant pour les générations d'avant. Et en même temps, elles posent aussi les bonnes questions. C'est-à-dire, à quoi ça sert de faire le hamster dans sa roue, de lui dire toujours plus, toujours plus, toujours plus mais pourquoi faire ? Où est-ce qu'on veut aller ? Ça va conduire à l'épuisement d'aller toujours plus dans la roue du hamster. Mais en quoi ça sera bon pour mon bien-être ? En quoi ça sera bon pour l'entreprise ? Parce qu'une fois que je serai épuisée, je ne suis pas sûre que je serai super productif. Et surtout, qu'est-ce que ça va produire comme société ? Si on a des gens qui sont en burn-out en permanence, en arrêt maladie, en dépression, qui n'auront plus d'estime d'eux-mêmes, est-ce que c'est comme ça qu'on construit une société équilibrée et qui soit durable dans le temps ? Bien sûr. Donc tu dis qu'au début, je sais pas si c'est au début, mais j'imagine que c'est au début, tu fais travailler les entreprises sur leurs valeurs, sur clarifier un petit peu ce qu'elles veulent mettre en avant. Leur raison d'être, le pourquoi elles font les choses et où est-ce qu'elles veulent aller, qu'est-ce qu'elles veulent faire, pourquoi elles le font. D'accord. Ça, c'est la première chose. Bien. Après, effectivement, le socle de valeurs, comment on veut le faire. Valeurs, c'est plutôt sur le comment ? Pour moi, oui. C'est plus, je veux le faire de façon éthique, par exemple, ou je veux... lancer des gammes textiles made in France, mais qui soient plus écologiques ou qui ne demandent pas d'eau pour être produites, par exemple, ou etc. etc. Donc, le comment on va le faire, je ne veux pas faire travailler... je veux respecter les droits de l'homme. Je ne veux pas faire travailler d'enfants dans certaines usines en Chine ou au Ouïghour. Voilà, on va être dans les valeurs de qu'est-ce que je vais mettre en face. Est-ce que je vais rémunérer les gens à la juste valeur de ce qu'ils produisent ? Donc, est-ce qu'il y a une forme de justice sociale, d'équité ? Pour moi, c'est ça qui va tenir après le comment. D'accord. Le why, le pourquoi, le comment, et puis après, il y a le quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Comment on le fait au sens quel process on met en place pour délivrer ? Et est-ce que c'est respectueux, une fois encore, de la planète et des personnes qui travaillent pour nous, autour de nous, ou pour les consommateurs qui consommeront nos produits. Dans les valeurs, dans le comment, est-ce qu'on peut se dire, je me focalise sur telle contrainte, on va dire, parce que je veux, par exemple, pas polluer.
pas polluer, c'est se fixer certaines contraintes, parce que sinon, peut-être que ce serait moins cher de polluer, par exemple. Ou, voilà. Euh, Comment est-ce qu'on décide, je me focalise là-dessus, ou est-ce qu'à l'opposé, on doit se dire, non, je dois respecter tous les exemples que tu as donnés, à fond les droits de l'homme, à fond la planète, à fond... comment est-ce qu'ils s'y prennent les... Là encore, c'est une question d'arbitrage et de co-construction. C'est-à-dire qu'on ne décrète pas que c'est mieux de faire les droits de l'homme ou c'est mieux de ne pas piquer tous les coraux et détruire toute la flore sous-marine, par exemple, ou que sais-je encore. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne pratique. Ça dépend des contextes, ça dépend des besoins, ça dépend de la culture de l'entreprise aussi. Ce qui est sûr, c'est que là encore, c'est une question d'équilibre et que personne n'a la bonne solution tout seul. Ouais. Donc, c'est comment on va prendre en compte tous les impacts. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens travaillent beaucoup en silo. Chacun a un petit bout du sujet. Et donc, on a du mal à approcher les sujets dans leur globalité. C'est assez rare de mettre une équipe autour de la table et de dire, OK, comment on va l'adresser ce problème ? Parce qu'il a un impact économique, mais sociétal, mais juridique, mais environnemental. Il va toucher l'eau, il va toucher les ressources, il va toucher la faune, il va toucher les conditions de rémunération. Donc, comment on fait pour avoir cette vision globale ? Personne n'est capable aujourd'hui de répondre à toutes les questions tout seul. Donc, mettre les gens déjà autour de la table, pouvoir essayer d'évaluer ensemble quels sont les différents impacts. Il y a des risques, mais il y a des opportunités. Et là encore, c'est une question de curseur, c'est une question d'équilibre. Je veux produire, mais je veux produire pourquoi ? Pour satisfaire mes actionnaires et donc leur dégager un maximum de valeur ? Ou je veux produire parce que, je vais prendre un exemple plus concret. C'est deux céréaliers, en fait, deux entreprises qui produisaient des aliments. Une a fait le choix de mettre une pression de dingue sur les marchés des matières premières pour faire baisser le prix des céréales jusqu'à étrangler les agriculteurs qui produisaient. Au final, cette société a mis la clé sous la porte. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs qui produisaient, au bout d'un moment, au prix où ils étaient payés, ont mis la clé sous la porte. Et donc, il n'y avait plus personne pour produire des céréales. Donc, il n'était plus possible de vendre. Je comprends. Donc, la stratégie court terme de dire, je vais faire baisser les prix, donc moi, je vais augmenter mes marges, je vais dégager encore plus de profit pour mes actionnaires, au final, elle s'est avérée perdante. Même métier, mais stratégie différente. La personne a fait le choix, l'entreprise a fait le choix d'aller travailler dans les pays où il prélevait les céréales, en Afrique et en Amérique latine, d'aller travailler avec les fermiers locaux pour comprendre quel type de culture ils pouvaient mettre en place pour assurer, pour le coup, une régénération des sols et être sûr qu'ils leur garantissaient un prix minimum. Il fallait 3 ou 4 ans pour faire pousser cette variété de céréales. Et donc, quels que soient les éléments climatiques, quel que soit, ils leur assuraient un revenu minimum, ce qui leur a assuré un revenu de vie décent et qui leur permettait du coup de sécuriser leur chaîne d'approvisionnement sur du plus long terme. Au final, cette société aujourd'hui, elle vit très bien, elle fait du profit, elle a sécurisé toute une chaîne derrière elle, des familles qui peuvent en vivre, des villages qui se sont stabilisés. Donc au final, la stratégie paraissait plus coûteuse à court terme, mais sur le long terme, ça a été la stratégie gagnante. Donc voilà, il n'y a pas de bonne solution. C'est pas si simple. C'est jamais aussi simple. Je ne sais pas si vous avez fait un atelier d'automne, par exemple, mais un atelier d'automne, ça permet de se poser la question de comment je fais pour réduire à ma propre échelle mon empreinte carbone. D'accord. Et il y a un deuxième volet, qui est un volet où on se retrouve comme dans un jeu de rôle, à se retrouver dans la peau du ministre de l'Agriculture ou du ministre de l'Éducation ou que sais-je. Et on a un budget à attribuer et on doit faire des choix. Et en fait... quel est le bon choix entre supprimer les engrais pour les agriculteurs ou faire manger bio dans toutes les cantines c'est pas si évident en fait. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de bonne solution. Il y a des solutions à un moment donné, dans un contexte donné, avec des personnes données. Et il va falloir avoir cette humilité de se dire, on remet sur le tapis, on se repose des questions, il n'y a rien d'acquis. Et ça, c'est un vrai changement de culture et de mentalité dans les entreprises, de
plus faire des plans à 10 ans, même s'il faut avoir une perspective. Ouais. Mais c'est de se dire, OK, comment j'ai cette agilité, comment je regarde les choses, comment je co-construis avec mon environnement, comment je tiens compte de ce qui se passe, de ce qu'on n'avait pas vu venir. Et je remets le sujet sur la table chaque fois que j'ai besoin, parce que on n'est jamais très sûr de comment ça va se passer demain. Ouais, on aime bien avoir des certitudes, ça nous tranquillise, ça nous rassure, Ce que tu dis, c'est qu'au moins à l'échelle de l'entreprise, il faut se méfier des certitudes sur le trop long terme parce que le monde change et que... On est dans un monde fondamentalement incertain. Et donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec cette incertitude permanente. Et c'est pas confortable. Certaines personnes n'aiment pas le changement. Enfin, l'humain, en général, n'aime pas vraiment le changement. Donc, ça nous oblige à vivre dans une forme d'inconfort. Ça va générer des peurs. Il y en a qui vont plus ou moins bien les gérer. Oui. Ça va générer des frustrations. Certains vont plus ou moins bien les gérer aussi. Et puis, face à l'incertitude, il y a différentes... Il y en a que ça motive, il y en a que ça booste, et puis il y en a que ça paralyse et qui ne pourront plus avancer. Donc, c'est aussi prendre en compte tous ces changements et toutes ces réactions face aux changements qui va permettre de construire peut-être quelque chose qui sera toujours aussi incertain, mais dans lequel on arrivera à naviguer de façon peut-être un peu plus souple. Je vois. On a parlé recrutement, on a parlé... clarification du pourquoi, comment, quoi. Sur quoi tu travailles en plus de ces 2 volets dont on a déjà un petit peu parlé? Un des gros chantiers pour moi pour faire changer les pratiques, c'est vraiment le management. Okay. Le management n'est plus une récompense, l'a longtemps été. C'est un vrai métier, c'est un métier qui n'est pas simple. On accuse beaucoup les managers d'être toxiques. Je ne pense pas qu'ils soient toxiques fondamentalement. Ils deviennent toxiques malgré eux parce qu'ils n'ont pas été formés, accompagnés. Ils ont été promus parce qu'ils étaient bons dans leur métier. Ça ne suffit pas à faire des bons managers. Le manager de demain, pour moi, c'est quelqu'un qui doit déjà être conscient de lui-même. Et ça veut dire un vrai travail sur soi, pour pouvoir accompagner les équipes qui vont l'accompagner, à être même conscient de ce qui se passe, à leur donner un maximum d'autonomie et pas en faire des exécutants, et à les responsabiliser aussi. Sauf que finalement, on est aussi dans une société, dans des systèmes managériaux qui ont plutôt eu tendance à déresponsabiliser les gens. Et donc quand on leur dit, vas-y, propose, vas-y, tu es responsable, qu'est-ce que tu me proposes pour qu'on puisse faire changer les choses ? En fait, c'est simple aussi d'aller voir le chef et de lui dire alors, on fait quoi là ? Là, j'ai un problème, tu peux m'aider ? Ok. Le management doit évoluer. Et on est peut-être dans un moment où il faut arrêter de vouloir donner des réponses et commencer à poser des questions. Mais ça change fondamentalement l'approche aussi sur le management. Ouais. C'est aussi trouver un moyen pour que les managers ils co-construisent. C'est pas eux qui ont la solution. En tout cas, ils l'auront plus tout seuls. Donc, comment on apprend les équipes à rentrer dans cette dynamique d'intelligence collective, à toujours travailler ensemble, se reposer des questions, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas, essayer, échouer. Et c'est pas grave d'échouer. Mais ça, c'est un vrai changement culturel à mener dans les entreprises. D'accord. Le rôle du manager reste aussi important dans ce que tu décris là, ou est-ce que finalement on peut imaginer une organisation entre guillemets à plat, sans personne au-dessus ? Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que tu penses que ça l'est pas ? Ta question est intéressante parce que elle est amusante en tout cas parce que elle est révélatrice d'une représentation qu'on a du manager. Oui. Du manager qui est le manager hiérarchique, oui, contrôlant. Oui. C'est pas tout à fait la représentation des managers que j'ai. Okay. J'ai plutôt sans doute la représentation d'un manager que je vais appeler coach, c'est-à-dire que d'un manager qui sera effectivement beaucoup plus à l'horizontale, ne sera pas forcément au-dessus, qu'il n'est plus le sachant, qui va passer du coup et tenir son autorité, entre guillemets, ou sa légitimité du fait qu'il sait mieux que les autres. Mm-hmm. Mais ça va être demain, le manager ou la manager sera la personne qui pourra permettre ou faciliter le fait que les autres travaillent ensemble.
et la personne qui va mettre du liant, la personne qui va justement donner du sens, mettre de l'explicite sur les choses, avoir de l'empathie, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire se rendre compte, capter les signaux faibles, pas attendre qu'il y ait un burn-out pour se rendre compte qu'il y a un problème dans l'équipe, faire attention à l'équipe, prendre soin de l'équipe. Aujourd'hui, on est souvent le manager qui a pour rôle de tenir ses tableaux de bord, tenir son budget, tenir ses délais, rendre des comptes à la hiérarchie, etc., etc. Mais le prendre soin de l'équipe, en pratique, il y passe 10% de son temps, et encore. On évalue aujourd'hui les salariés, on n'évalue pas les managers. Or, un salarié qui n'est pas performant, c'est embêtant. Mais un manager qui n'est pas performant, quand il a 8 ou 10 personnes sous sa responsabilité, c'est 8 à 10 fois plus embêtant. Donc, tout ça, ça doit changer. Mais ça remet en cause le système pyramidal tel qu'on le connaît aujourd'hui dans les entreprises. Donc, ça aussi, c'est potentiellement quelque chose qui va changer. Ouais. Est-ce qu'on arrivera à des entreprises sans organigramme ? Peut-être. On verra. Ça te semble pas complètement hors de propos, en tout cas ? Non, parce que je suis convaincue, comme je le disais tout à l'heure, qu'il va y avoir des cercles permanents qui vont se recomposer. C'est-à-dire qu'on n'appartient plus aujourd'hui à une équipe, mais on peut être appelé à travailler avec une autre équipe à côté. Donc, on va appartenir à des cercles qui sont mouvants. On appartient à plusieurs équipes en général aujourd'hui. En tout cas, on a plusieurs cercles, plusieurs domaines d'intervention qui font qu'on va être meilleur parce qu'on va être plusieurs dans tel domaine, mais que ça n'empêchera pas qu'on soit très bon aussi dans un autre domaine avec d'autres personnes et qu'on va vivre d'autres choses. Donc, ces recompositions à géométrie variable, à mon sens, elles vont être amenées à se développer dans les entreprises. Et c'est ça qui va créer de la valeur, c'est ça qui va créer de la richesse. Une question qui me tourne dans un coin de la tête depuis tout à l'heure sur être un spécialiste ou être un généraliste. C'est peut-être un petit peu... je pose des questions qui sont très basiques, hein, peut-être. Mais comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça ? Parce que dans ce que tu me décris, j'ai l'impression que le côté généraliste, le côté être capable de comprendre différentes choses, pas être dans son silo, tu as employé ce terme-là tout à l'heure, silo, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu trouves plutôt positif, mais après, j'imagine aussi que avoir des compétences bien spécifiques, ça reste et ça va rester un plus pour une entreprise. Quel est ton avis sur ces questions-là ? Là encore, je pense qu'on est en transition. Être un spécialiste ou être un généraliste, c'est lié au monde de l'industrie, c'est lié au monde du taylorisme. On doit savoir faire une tâche, on est spécialisé sur sa tâche et on va l'exécuter le plus vite possible, le mieux possible. Ok, très bien. On n'est plus dans ce monde-là. Donc, bien sûr, on va tous avoir besoin d'avoir un domaine d'expertise. Mais de plus en plus, en tout cas, moi, je le vois avec les talents du digital et de la data sur lesquels que je recrute au quotidien. Ces gens-là, ils parlent 3 langues. C'est-à-dire qu'ils parlent l'anglais, forcément, parce qu'on est dans un monde global. Oui. Mais ils parlent leur métier, qui peut être le marketing, l'industrie, la chefferie de projet, peu importe. Et en tout cas, ils ont un métier d'origine qui va leur permettre d'être utiles dans le domaine où ils vont être. Et ils vont parler le digital ou la data. Donc aujourd'hui, on est déjà sur un trépied. Et le tabouret va tenir si on a ces 3 compétences ou si on parle ces 3 langues. Donc, on n'est déjà plus des spécialistes. Ça marche plus. Dans la vision linéaire, ça marche. On est spécialiste d'un truc, on applique une tâche et ça marche, ça produit des effets, c'est parfait. C'est plus la réalité. On a déjà besoin d'avoir au moins 2 ou 3 composantes. Je peux être un spécialiste du droit social ou de l'humain. Pour autant, j'ai besoin de comprendre en quoi il va produire une dimension économique et en quoi il va respecter l'environnement. Donc, je ne peux plus avoir une vision complètement linéaire des choses. Je suis obligée de prendre en compte ce qui se passe autour. Et en ça, je ne sais plus si cette distinction entre spécialiste et généraliste, elle va tenir encore. D'accord. On a tous besoin de se dire qu'il y a une vision peut-être que je vais appeler holistique, c'est-à-dire qu'il va prendre en compte différents éléments et de se dire je ne peux plus traiter un seul point tout seul. Ou alors je vais devoir apprendre à travailler en pluridisciplinarité et à m'entourer, parce que justement je suis limitée, je vais devoir m'entourer d'autres spécialistes pour essayer de trouver une solution commune. Et donc là où il y a une chance pour les généralistes, qu'on appelait comme ça. C'était plutôt des gens qui avaient une vision, ils savaient sans doute moins de choses, mais sur plus de choses. Là, ça sera la capacité des gens à
ouvrir le champ, à prendre en compte les différents aspects et pas à se refermer sur un seul point de vue. Et donc, toujours s'assurer que tous les points de vue ont pu s'exprimer et ont pu être plus ou moins pris en compte en fonction des priorités de l'entreprise. Ouais. Parce que moi, le fait d'approcher en posant des questions, comme tu le disais tout à l'heure, moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup, tu dois t'en douter, plutôt que d'arriver avec des réponses. Et la co-construction, j'imagine que c'est ça, peut-être avec, quand même avec le groupe, les membres du groupe qui vont chercher à répondre à certaines questions, mais peut-être posées elles-mêmes par le groupe, ou peut-être posées par, tu me parlais de leadership tout à l'heure, peut-être par un leader ou par un facilitateur. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un spécialiste des processus pour poser les meilleures questions. Enfin, c'est pas la meilleure question, mais pour aider le groupe à se poser les bonnes questions. Oui. Il n'y aura plus le spécialiste qui va savoir comment on va poser la bonne question. Mais il y aura sans doute quelqu'un qui va être un spécialiste des processus et qui va permettre au groupe d'élaborer quelque chose qui sera du coup plus intelligent à plusieurs que si on avait réfléchi chacun dans notre coin, en additionnant les compétences. D'accord. Bien. Est-ce qu'on a parlé de tous les piliers dont tu voulais qu'on parle sur cette question du développement durable des entreprises? Est-ce qu'on les a tous un petit peu abordés ou est-ce qu'il y a des choses en plus? Je pense qu'on pourrait encore élargir le champ. On voit aujourd'hui en tout cas qu'il y a une tendance par la réglementation à se dire qu'il faut aller vers le développement durable ou vers la responsabilité sociétale des entreprises. D'accord. Pour moi, c'est une vision qui peut être un peu biaisée. Bien sûr, il y a des lois, notamment européennes, comme la CSRD, qui est un gros mot qui embête aujourd'hui pas mal d'entreprises, mais qui vont devoir justement rendre des comptes, à mettre des KPIs et des indicateurs sur ce qu'elles font pas, et par rapport à leurs différents engagements, que ce soit en termes d'environnement, que ce soit sur la société ou que ce soit en termes de gouvernance. Et prouver qu'elles font ce qu'elles disent. Mmh. Donc, c'est vertueux. L'idée, c'est d'obliger toujours à cette publicité pour pouvoir permettre le débat et pour pouvoir éviter du greenwashing notamment. Mais on peut s'en tenir à une version très réglementaire. C'est-à-dire, OK, je coche les cases, je remplis ma grille, je fais mon travail, je le rends à mon comptable, je suis audité par un tiers et tout va bien. Ou on peut en profiter pour se dire on change complètement notre business model. C'est-à-dire que si notre business model, c'est de faire comme avant et de produire toujours plus, est-ce que ce sera compatible avec quelque chose qui soit plus durable? Peut-être pas. Mais ça implique de repenser son business model pour être vraiment durable, c'est-à-dire aller sur du long terme et pas que sur à court terme, je fais le meilleur bénéfice ou je dégage le plus de marge possible pour pouvoir avancer et continuer à vivre. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire, on a besoin de ça. Mais est-ce que je continue à inciter les gens à consommer toujours plus? Est-ce que je continue à produire toujours plus de la façon dont je le produis aujourd'hui? Ou est-ce qu'on peut re-questionner finalement ce qu'on fait tous depuis parfois des années sans forcément re-questionner ça? Et est-ce qu'on est prêt à faire différemment si on se rend compte que ce qu'on fait a des impacts en amont, pendant, en aval, et comment on peut essayer de travailler tous ensemble à réduire ces différents impacts à chaque étape du processus ou de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc ça veut dire au-delà du recrutement, qui peut être un levier, au-delà du management, qui en est un autre, c'est comment on repense de façon globale les business models, les modèles économiques qui construisent aujourd'hui les entreprises. En toile de fond, tout à l'heure je dis tâche de fond, toi tu as dit donc, toile de fond, tu avais bien raison. En toile de fond, il y a la question de la croissance. Donc, enfin, c'est pareil, croissance c'est un terme très général, hein, mais qui se cache derrière tout ça. Comment est-ce qu'on arrive à séparer la question de, pour faire du profit et du coup pour grandir et peut-être pour employer de nouvelles personnes, il faut croître, il faut vendre plus. Et puis de l'autre côté, ou vendre plus cher, ce qui est aussi une possibilité. Mais on a bien en tête que si on vend plus cher, il y a peut-être des gens qui ne pourront pas plus payer nos produits ou nos services.
Alors, désolé, la question est peut-être un petit peu difficile, mais comment est-ce qu'on réconcilie ces choses-là qui sont quand même, qui a priori sont positives? Euh, Employer plus de personnes, euh, euh, offrir ses produits-services à plus de gens, et à l'opposé, eh ben, faire attention à ce que la croissance de l'entreprise n'ait pas d'impact négatif sur tous ces sujets-là dont tu me parles depuis le début. Là encore, c'est pas binaire. C'est-à-dire que c'est pas la croissance ou la décroissance. C'est pas la sobriété heureuse ou malheureuse. Certains ont tendance à présenter le développement durable comme étant la pire des choses parce que on va se couper de tout, on va arrêter de vivre, on va arrêter de consommer. Non, c'est pas ce qu'on. En tout cas, c'est pas moi ma vision des choses. Mm. Euh, Effectivement, il peut y avoir une vision binaire des choses et on se dit bah si je peux plus croître comme avant, si je dois embaucher plus de monde ou faire plus attention, bah, je vais moins gagner l'argent. Ok. Après, donc c'est une fois encore, on en revient à la raison d'être de l'entreprise. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je veux être là parce que je veux continuer à pouvoir offrir ces services dans 50 ans ou je m'en moque de dans 10 ans ou dans 5 ans d'être morte? On n'aura pas la même réponse, Ouais. forcément. Tu penses qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, par exemple, qui se disent ah bah, si dans 10 ans, mon entreprise n'existe plus, c'est pas grave. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, enfin, c'est pas des chefs d'entreprise, mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont tenues aujourd'hui par des fonds de pension qui n'ont pas d'état d'âme par rapport à ça. Elles Mm. auront une autre activité sur un autre domaine demain. Et Ouais, ça ouais. n'a pas d'importe. Effectivement, peut-être un chef d'entreprise qui a monté sa boîte, il n'a pas forcément envie de la voir disparaître. Il va avoir envie qu'elle se développe, etc. Mais est-ce qu'elle peut continuer à se développer à 2% et c'est OK? Ou est-ce qu'il faut forcément qu'elle ait une croissance à 2 chiffres? Ça, après, c'est une question d'équilibre, c'est une question de ratio, c'est une question Ouais. de vision personnelle. Est-ce que je suis heureux, moi, si je continue à développer ma boîte de 2% chaque année, ou est-ce que je veux forcément qu'elle fasse plus de 20%? Ok, les résultats, les solutions, tout ce qu'on voudra mettre en œuvre ne sera pas du tout du même ordre. C'est une question de choix. Et on a toujours le choix. Ouais, non, mais De... alors, c'est très important de le rappeler, hein. C'est très important de le rappeler parce que c'est vrai que des fois, j'ai l'impression, j'imagine qu'on peut se sentir un peu écrasé par ce qu'on entend autour de nous, par ce qu'on voit autour de nous et par la responsabilité qu'on ressent. Donc, c'est très bien de rappeler qu'on a toujours le choix. Et après, arriver à trouver, encore une fois, l'équilibre entre faire ce qui essayer de gagner, parce que souvent c'est quand même ce qu'on veut faire, mais sans écraser les gens qui sont autour de nous, quoi. Est-ce qu'on gagnera moins si on transmet une planète un peu moins dégradée à nos enfants ou si on ne va pas complètement détruire la faune sous-marine parce que on voulait produire des médicaments, mais finalement en faisant ça, on liquide l'ensemble des fonds marins et donc il n'y aura plus de médicaments demain. Donc Et ouais. comment... Là aussi, c'est des questions de choix. Qu'est-ce qui vaut mieux pour Hmm. nous aujourd'hui, mais aussi peut-être pour nos enfants demain, si ça fait du sens, et quelle vie, quelle planète on a envie de transmettre à nos enfants. Et ouais. Ouais, encore une fois, la question du court terme ou du long terme. Moi, c'est une des questions qui revient le plus, hein, dans Principes fondamentaux, parce que moi, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup. Arriver à profiter de l'instant présent et pas jeter par la fenêtre le futur. C'est la définition, la première définition du développement durable. Ouais, C'est d'accord. continuer sa croissance, mais sans compromettre celle des générations futures. Bien. Bah, c'est un beau sujet. Est-ce qu'il y a des clichés par rapport à ce sujet qu'est le développement durable que tu aimerais démonter? Alors, je précise toujours parce que quand on parle de clichés, on voit des choses qu'on a en tête et qui sont obligatoirement fausses. Moi, je précise souvent à mes invités, quasiment tout le temps, je pense, s'il y a comment dire, des choses que vous entendez enfin, très régulièrement, mais vous dites ça, c'est vrai, et bah, faut le dire. Faut le dire. Parce qu'on pense toujours, on pense toujours cliché. Les gens croient à quelque chose, mais c'est faux, il faut le casser. Donc ça, j'aime avoir des réponses dans ce sens-là. Mais si on a remarqué que les gens se disent, bah, ça c'est vrai par rapport à mon sujet, et qu'on est d'accord avec cette question-là, appuyez dessus, parce que voilà, ça peut arriver aussi. J'ai rien qui me vient là comme ça spontanément. Je pense qu'on est tous en train d'apprendre.
Ouais. Ce qui est sûr, c'est que le développement durable, c'est un développement et c'est pas de la décroissance. Ça, c'est le premier truc qui me vient et il ne s'agira pas qu'on devienne tous des Amish et qu'on arrête de vivre. Et c'est vers quoi on veut aller. Et on peut le faire à titre individuel ou à titre collectif. Ouais. Je parlais tout à l'heure de l'atelier d'automne. Je vous encourage vraiment à le faire. Alors, comment tu écris ça? Un atelier, c'est un atelier d'automne. 2 tonnes qui est... Ah, 2, 1, 2, et tonnes, TO2NES. 2000 kilos, quoi. C'est ça. Qui est normalement ce qu'on est censé consommer au maximum en 2050 pour préserver l'avenir de la planète. D'où le titre de cet atelier. D'accord. Et donc, à titre individuel, on a des cartes. Et on peut faire le choix de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour essayer de me rapprocher des 2 tonnes, des fameuses. Sachant qu'aujourd'hui, un Français moyen, il est plutôt autour de 9 tonnes et demie. Ah ouais, donc il y a un gros facteur d'écart. Il y a des gros écarts. Donc, il ne s'agit pas d'arrêter de vivre, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, évidemment, on va vous dire, il faut arrêter de prendre l'avion. Mais il faut surtout arrêter de donner des injonctions. C'est chacun fait comme il peut. Si je prends l'avion parce que je veux aller voir quelqu'un qui m'est cher, qui est à l'autre bout du monde et que ça me permet de maintenir du lien social, est-ce que c'est si honteux que ça de prendre l'avion? Donc voilà, pas d'injonction. C'est-à-dire que c'est toujours une négociation entre ces 3 éléments, l'économique, le social et l'environnemental. Si ça permet de maintenir un aéroport, de maintenir des emplois, de permettre d'avoir encore une ligne qui vit sur des territoires comme les nôtres, OK, on va polluer beaucoup plus, mais il y a aussi peut-être d'autres contreparties. Donc, pas d'injonction. C'est chacun de se dire qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. On peut dire arrêtez de manger de la viande rouge, c'est horrible, vous êtes en train de polluer, d'utiliser toute l'eau de la planète, etc. Donc on peut culpabiliser les gens. Je suis pas sûre que ce soit un super moteur pour faire bouger les choses en fait. Donc plutôt de donner envie en fait, de se rendre compte qu'on peut faire exactement la même chose, de travailler ensemble à réfléchir à comment on pourrait avoir le même bénéfice, mais sans avoir les mêmes impacts. Et ça, c'est possible. Ça demande juste d'y réfléchir ensemble, de trouver des nouvelles idées, d'innover. Et ça, moi, ça me motive en tout cas. Je trouve ça beaucoup plus porteur de trouver des solutions. Je me suis rendu compte que dans mon atelier d'automne, dans le diagnostic qui était le mien, en fait, je faisais déjà beaucoup de choses par moi-même. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà réduit la consommation de viande rouge, je fais attention, je n'ai pas arrêté de prendre l'avion, mais je fais attention à prendre justement des trajets qui sont utiles ou à maximiser mon temps quand je suis sur place et pas à faire des allers-retours. Donc, qu'est-ce que je fais? Et j'avais beau essayer de gratter, en fait, je bougeais pas d'un poil. Donc, c'était hyper frustrant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un des leviers, c'était d'en parler autour de moi. Et en fait, de partager des fresques du numérique ou des fresques du climat ou des fresques du facteur humain ou de voter ou de faire une manifestation sur un sujet qui peut être social ou environnemental, en fait, ça me faisait complètement booster dans mon score sur mon atelier d'automne. Voilà, donc et moi, aller parler de ce qui me tient à cœur, essayer de travailler ensemble, de faire des ateliers de brainstorming pour réfléchir à des nouvelles solutions, c'est des choses qui sont plutôt motivantes pour moi. Et j'ai pas l'impression d'être dans c'est horrible, on va devoir tout arrêter de vivre, et plus bouger et plus faire ce qu'on aime. Non, c'est pas du tout l'objet. Moi, je vois vraiment une opportunité de faire les choses différemment. Et je suis sûre qu'on peut trouver du plaisir et de la richesse à faire les choses différemment. Ça mettra peut-être aussi un peu plus l'humain au cœur des choses que de juste réfléchir de façon peut-être mécanique ou technique ou sur le développement. Encore une fois, avec un peu moins de certitude, un peu plus d'adaptabilité. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose que toi tu portes. Tu vois, si je devais résumer une des facettes de ton discours, je pense que celle-là serait assez importante. Le fait de pas rester à sa place sans rien faire en se disant bon, c'est comme ça va rester comme ça. Le fait qu'on ait la possibilité d'agir. Alors t'es pas la première principe fondamentaux à faire passer ce genre de message,
Mais ouais, mais je pense que je l'entends bien. Mon rôle de coach, en tout cas, la façon dont je le conçois auprès des équipes, c'est de leur redonner souvent cette possibilité d'agir. Souvent, les entreprises viennent me chercher ou les managers viennent me chercher en me disant « on est tout bloqué, c'est la crise, on n'y arrive pas, on ne sait plus par quel bout le prendre, on ne sait plus comment on va s'en sortir ». Et en fait, soit les personnes sont dans leur toute puissance, soit elles sont dans leur impuissance, mais en tout cas, le système est bloqué. Et mon rôle de coach, c'est vraiment d'essayer de refaire circuler l'énergie dans ces points de blocage et de faire en sorte que du coup, ça recircule et ça redonne ce pouvoir d'agir. Et effectivement, on peut être acteur. Je ne suis pas une fataliste, je suis plutôt une optimiste. et je suis convaincue qu'on peut continuer à agir chacun à notre niveau pour faire que le monde dans lequel on a envie de vivre il soit un peu différent que celui qu'on connaît peut-être encore aujourd'hui. Il y a une expression que tu as utilisée qui me plaît pas trop. Alors j'aimerais en débattre. Vas-y, allons-y. Tu as dit, alors je pense que tu la disais pas vraiment par rapport à... Peut-être qu'à un moment tu as dit un peu par rapport à toi. Tu as dit arrêter de vivre. C'est une expression qui me gêne un petit peu parce que j'ai pas l'impression que si on s'interdit de faire telle ou telle chose, on n'est pas obligé de s'interdire, hein, mais si on le fait, je trouve que arrêter de vivre, c'est complètement démesuré par rapport à la réalité de ce qu'on va s'interdire. Et vu que tu l'as dit plusieurs fois, alors c'est pas du tout pour te mettre mal à l'aise ou quoi, c'est juste que des fois, il y a des expressions qui me parlent pas du tout. Par exemple, tu vois, j'en ai une qui est passée sous mon radar il y a pas longtemps, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est une expression qui me parle pas du tout. Et du coup, quand j'ai l'occasion d'en discuter avec quelqu'un qui réfléchit à beaucoup de choses, comme c'est ton cas, j'ai envie de le mentionner pour voir ce qui en sort. Pour voir si c'est moi qui, en fait, n'ai pas la vision correcte des termes employés, ou si peut-être que je peux permettre à une personne qui utilise une expression de manière un petit peu machinale, un petit peu, on l'a toujours dit, tu vois. Et donc, on l'a toujours fait comme ça. Et ben exactement. Non, mais c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je voulais le mentionner, pour savoir quel était ton avis en prenant le temps de réfléchir à cette expression-là. Est-ce que, en fait, c'est pas vraiment ce que tu veux dire ? Non. Ok. En fait, en donnant cette expression-là, pour le coup, je reprends à mon compte, et c'est pas mon point de vue, je reprends à mon compte le discours marketing dans lequel je trouve qu'on est baigné. Et qui est du toujours plus, du toujours consommer plus, parce qu'il faut alimenter une machine qui est un peu comme la roue du hamster de tout à l'heure. Et donc, le système capitalistique dans lequel on est aujourd'hui est dans cette logique du toujours plus. Voilà. Donc, le discours qu'on veut nous faire croire et que les marketeurs, et je suis marketeuse, hein, donc c'est toute peut-être l'ambivalence de chaque être humain, mais c'est de nous faire croire que si on arrête de faire ça, c'est la catastrophe, on va plus y arriver. J'y crois pas une seconde, donc je te rassure tout de suite, je vais pas arrêter de vivre. Mais oui, c'est le discours ambiant qui veut être culpabilisant et qui veut dire si le système meurt, ce sera de votre faute. Et en même temps, on entretient un système qui, pour coup sûr, va nous conduire dans le mur. Donc, c'est humain. On est plein de contradictions. On veut continuer à faire comme avant, mais en même temps, on voit bien que c'est plus tout à fait possible. Et en même temps, on a peur de changer. Donc, comment on fait pour maintenir, mais sans changer vraiment bref. Voilà, ok. C'est humain, on n'a pas forcément les solutions. On est là encore dans cet entre-deux dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui est à bout de souffle, mais en même temps, on n'a pas encore inventé le nouveau système qui pourrait lui succéder. Et donc, c'est anxiogène. Et on le voit aussi sur les jeunes générations. C'est-à-dire que le fait de ne pas savoir si la planète pourra supporter nos façons de vivre et de consommer aujourd'hui, c'est anxiogène pour elles. Et c'est aussi pour ça qu'elles ont envie d'en profiter là, maintenant, parce qu'elles ne sont pas sûres que demain, on en sera capable. Quand tu croises quelqu'un comme ça que tu sens anxieux par rapport à des sujets divers, est-ce qu'il y a des choses que tu dis, que tu mets en avant, que tu conseilles pour essayer de mieux vivre cette situation Tu as des conseils pour lutter contre l'anxiété? Je suis pas sûre qu'on lutte. C'est un signal.
Cette anxiété, c'est une émotion. Donc, c'est une réaction du corps par rapport à un stimulus, une information qu'on capte dans notre environnement extérieur. On a là encore, entre le stimulus et la réaction qu'on a, je ne voudrais pas faire tomber mon verre. Entre le stimulus, et comme je parle avec mes mains, entre le stimulus et la réaction qu'on va avoir, on a encore un espace entre les deux où on a la liberté de choisir ce qu'on veut faire. Donc, soit on se dit, « Ouh là là, j'ai peur, je suis paralysée, je ne peux plus rien faire et j'arrête tout. » Ou je vais me dire, peut-être que c'est l'occasion de regarder le truc ou par la politique des petits pas, de qu'est-ce que je peux faire à mon niveau qui va faire que je vais... c'est l'action pour moi qui est le meilleur rempart contre la peur. Donc, si je me mets en action, peut-être que je vais me rendre compte que la montagne, elle n'est pas si haute et que finalement, ce n'est pas si terrible que je me l'étais imaginé. L'anxiété, c'est une représentation d'une menace qui est souvent imaginaire. Voilà. Super, j'adore ta réponse. Bon, je vais te poser la question centrale de principes fondamentaux maintenant. Vas-y. Est-ce qu'il y a des principes fondamentaux du développement durable des entreprises, des choses sur lesquelles tu aimerais insister, peut-être des choses que tu as déjà dites, mais des bases, quand on découvre ce sujet-là, qu'est-ce qui serait primordial de retenir pour après, si on veut creuser, après aller au-delà, mais au moins qu'on ait un socle. Ok. Alors, c'est un vaste sujet, mais je vais essayer de... Peut-être que la première chose que je conseillerais de faire, c'est de suivre un cursus. Alors, un cursus, c'est beaucoup dire, c'est 3 vidéos qui doivent se regarder en une semaine, qui s'appelle The Week, en une semaine, de Frédéric Laloux. Donc, histoire de se mettre déjà quand même à niveau de ce qui se raconte, de ce qu'on dit, de ce qui est vrai, de ce qui est faux, etc. L'avantage de ces vidéos, c'est qu'elles permettent de... Ok, regarder ce qui se passe vraiment, donc de ne pas être dans le déni de on parle de réchauffement climatique, mais il n'a jamais fait un été aussi pourri. Ok, à mon niveau, mais au niveau de la planète, qu'est-ce qu'il en est réellement? Donc, déjà, sortir de son juste autour de chez moi, ça se passe comme ça. Prendre un peu de hauteur et en débattre. Pas rester tout seul face à cette vidéo parce que c'est le meilleur moyen de devenir anxieux. Peut-être, recommencer par poser les bases, essayer de vraiment comprendre ce qui se passe autour de nous, quels sont les enjeux, quels sont les aboutissements, et est-ce que je peux être acteur de ça? Après, pour une entreprise, se lancer dans une stratégie RSE, ça repose vraiment sur la volonté du dirigeant. C'est-à-dire qu'il y a un moment, s'il n'y a pas quelqu'un qui porte le sujet, qui a une conviction personnelle forte, pour bouger l'ensemble de l'entreprise et essayer de lui faire différemment, s'il n'y a pas cette conviction forte que c'est le meilleur chemin pour avancer, ça va être compliqué de faire avancer la boîte. Donc, avoir cette conviction quelque part, soit au niveau du dirigeant, soit au niveau de l'équipe de direction, mais en tout cas, avoir une portance sur ce sujet-là. Voir global. C'est-à-dire que c'est une stratégie, c'est pas une réponse réglementaire, c'est pas un petit truc que je cache en sous-marin ou que je fais parce que ça fait bien de le faire et je vais pouvoir m'en vanter dans la presse. Non, c'est des vraies convictions derrière, c'est des vraies valeurs et comment je fais en sorte qu'elles se traduisent dans chacune de mes actions, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de la planète, que ce soit au niveau de la société. Et est-ce que je me comporte aussi bien avec mes salariés qu'avec mes fournisseurs, qu'avec les personnes sous-traitantes que je peux employer sans trop le savoir parfois. Mais en tout cas, est-ce que j'ai cette vigilance par rapport à ce qui se passe autour de moi? Cette stratégie globale, elle repose sur des faits, sur des actions. Donc ma deuxième reco, c'est vraiment de se dire, en fait, vous faites déjà plein de choses, mais parfois les entreprises ne le voient pas. Donc, c'est déjà de se dire, d'identifier, de prendre conscience de tout ce qui a été fait et de mettre des mots, de mettre des chiffres, de valoriser finalement ce qui est fait. On valorise ce qui est fait. On ne valorise pas des discours qui, au final, ne servent pas forcément à grand-chose et qui, au contraire, peuvent desservir la cause. Parce que si on se dit très bon en environnement ou en sociétal, on est prenable très, très vite.
Donc, bâtir cette stratégie, repenser vraiment son business model en étant plutôt dans une logique de régénération. C'est-à-dire que je ne suis pas là, je ne prélève pas dans le milieu dans lequel pour gagner plus, mais je fais en sorte que mon activité me permette de vivre, mais régénère peut-être quelque chose de plus dans le reste de la société et sera bénéfique aussi pour les autres. Repenser son business model, accompagner les gens. Parce que ça ne se fera pas sans le reste de l'entreprise. Donc, même si le dirigeant ou la dirigeante a une conviction très forte, ça va demander du temps. Et donc, c'est de laisser ce temps au temps. Et ça, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est un discours qui est compliqué à faire passer. Parce qu'on veut tout de suite, parce qu'on veut que ce soit efficace, on veut que ça se voit. Sauf que ça, c'est vraiment des changements profonds qui vont demander peut-être une génération. Et on n'a plus forcément trop le temps d'attendre, mais en même temps, il va falloir donner du temps au temps. Ouais. Donc, c'est d'arriver à jongler avec ça. Voilà, de se dire, on a une vision très claire, on la partage, on la co-construit. On ne peut pas faire ça tout seul dans son coin. Et derrière, on se donne le temps. On est à la fois humble parce qu'il y a plein de bonnes idées à prendre partout et on n'aura jamais la science infuse tout seul et il y a toujours de nouvelles idées à aller chercher ou à inventer. Et elles peuvent être toujours remises en cause. C'est-à-dire que ce qui était peut-être une bonne idée à un moment ne le sera peut-être pas à un autre. Donc, il va falloir remettre l'ouvrage sur la table et recommencer. Et c'est ça qui va aussi créer une humilité. C'est-à-dire que on ne sera jamais sûr d'arriver au bout, mais c'est un chemin. Et l'essentiel, c'est d'être sur le chemin. Ce n'est pas forcément d'arriver tout en haut le premier. Je vois. Tu as des ressources à conseiller. Donc, tu en as cité une, donc je veux bien que tu la recites. Je précise, après l'épisode, je te demanderai, ce ne sera pas ultra urgent, mais de m'envoyer les ressources, les liens, tout ce que tu as envie de partager, tout ce que tu as dit à l'oral, pour que les gens aient juste à cliquer sous la vidéo YouTube si vous regardez sur YouTube ou Apple Podcast, Spotify et tout. Dans les notes d'épisode, ça doit pas être loin non plus. Donc ouais, des ressources que tu as conseillées. Quand je parle de ressources, tu as déjà parlé de vidéos. Ça peut être donc chaîne YouTube, etc. Ça peut être podcast, ça peut être livre, ça peut être site internet, tout. Qu'est-ce que tu aimerais recommander? Peut-être qui, toi, t'a influencé, par exemple, ou voilà, dans ce que tu ne crées pas toi-même. Et après, tu me diras si toi, tu crées des choses que tu veux partager. Mais déjà, dans ce que tu ne crées pas toi-même. Alors, The Week de Lalou. Ouais. C'est aussi un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle Reinventing Organization. Okay. Et donc, pour tous ceux qui veulent essayer d'inventer autre chose, je me dis que ça peut être une bonne première lecture pour inspirer. Je crois bien que je l'ai lu, ce livre. Je crois bien que je l'ai lu. Attends, je vais vérifier. Tu peux continuer de donner tes recommandations. Donc voilà, Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Qu'est-ce qui serait intéressant? Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup offert, qui s'appelle Transition de vie. Et qui vient challenger la vision très occidentale qu'on a des transitions par rapport à des cultures africaines notamment, où il y a beaucoup plus de rites de passage que nous, que chez nous. Et quand on passe de l'adolescence à l'âge adulte, il y a un rite, il y a une cérémonie, on célèbre. Quand on se sépare, quand on se marie ou quand il y a un deuil, tous ces rituels avaient une valeur dans les sociétés plus anciennes ou dans certaines cultures autres que les nôtres. Je trouve ce parallèle hyper intéressant dans les transitions de vie. On passe souvent d'un métier à un autre, on ne se laisse pas le temps ou d'une femme ou d'un homme à un autre. Il n'y a pas forcément de temps de transition et pourtant on dit souvent que pour passer d'un côté à l'autre de la route, au milieu, il peut y avoir une certaine route à franchir et on a tendance à vouloir aller tout de suite de l'autre côté du trottoir sans laisser finalement ce temps de traversée nécessaire. Et donc, c'est plein de paraboles, c'est plein de références à d'autres cultures et je trouve ça très enrichissant justement sur... on est en plein milieu d'une transition, donc qu'elle soit à titre personnel ou à titre plus global ou plus sociétal, ça peut être un livre intéressant pour se poser des questions. Et puis peut-être un dernier, Laurent Alexandre sur les guerres des intelligences et peut-être toutes les questions que vient nous chercher, sur lesquelles vient nous chercher ChatGPT. Et notamment, quel type d'éducation doit-on donner demain à nos enfants face à l'intelligence artificielle? Moi, je suis plutôt de ceux qui n'ont pas peur de l'intelligence artificielle, mais de me dire que
Ça va être d'autres pratiques, ça va être d'autres façons de faire. Et que là encore, il faut plutôt y voir une opportunité. Ça reste un outil, mais c'est encore ce qu'on veut en faire qui fera la différence. Bien. Bon, j'ai vérifié, hein, je l'ai bien lu, en 2018, Oui, il Venting commence à dater un peu. Organization. Super. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, pour la cause que tu portes, peu importe, ça peut être un peu égoïste, c'est ton moment. Est-ce que tu as un appel à l'action à lancer aux auditeurs de principes fondamentaux? Prenez soin de vos équipes. C'est le plus important. Prenez soin de l'humain autour de vous. Et si chacun déjà fait un peu ça, si les équipes et si les managers prennent l'habitude de prendre le temps d'écouter leurs équipes ou de prendre soin d'elles, d'être pas que dans l'action, que dans le travail, mais aussi d'avoir des moments où on arrive à se parler, où on arrive à échanger, où on arrive à se dire ce qui va, à se dire ce qui va pas, ça peut changer beaucoup de choses. Donc, comme un coach sportif, ayez un coach d'équipe qui fera du bien, qui vous fera du bien et qui vous permettra de prendre soin de l'équipe. Bien. Comment est-ce qu'on te suit? Où est-ce que tu veux rediriger les gens qui veulent suivre ce que tu fais, ce que tu communiques, éventuellement interagir avec toi? Dans quel cas est-ce qu'on vient te contacter et où? Alors, le plus simple, c'est de me retrouver sur LinkedIn. Ok. C'est là où je passe pas mal de temps D'accord. dans mes journées. En tout cas, c'est un très bon moyen de me joindre. Sur le volet recrutement, vous pouvez faire des candidatures spontanées si vous êtes dans l'univers du digital ou de la data sur digirox.fr. Je vous remettrai le lien du site après le podcast sur le volet recrutement. Et puis en termes de coach, vous allez me retrouver dans l'équipe qui s'appelle Chemin d'entreprise. Et voilà, on essaie de tracer un chemin un peu différent pour les entreprises demain. Donc un collectif de coachs qui plaide pour plus d'intelligence collective et d'avancer vers un monde qui soit à la fois plus inclusif et plus durable. Super. Bon, on arrive au bout du temps qu'on avait ensemble aujourd'hui. Est-ce que, en une phrase si possible, ou en tout cas d'une manière très condensée, tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté ce long épisode? C'est super dur. Et on finit par un point d'orgue, hein. Le plus dur pour la fin. T'es pas la première à me dire que c'est un peu difficile cette partie-là. Tu peux prendre tout ton temps pour réfléchir. Enfin, tout ton temps pour pas te mettre en retard, mais tu veux prendre le temps que tu veux pour réfléchir. Soyons sobres et soyons heureux.